Bienvenue à La santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois cette semaine Dr. Lucie O'Patterney, présidente directrice générale du Centre universitaire de santé McGill. Elle est entrée en fonction le 30 janvier 2023. Dr. O'Patterney a été membre du conseil d'administration de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Elle a été sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, où elle gérait la direction des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques depuis 2018. Dr. O'Patterney a joué un rôle extrêmement important dans la gestion de la pandémie et a été au cœur des décisions entourant la crise sanitaire. Elle a également été directrice des services professionnels au Centre hospitalier de Sainte-Mary et au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. C'est donc un entretien avec une grande gestionnaire de la santé que je vous propose aujourd'hui. Bonne écoute. Je prends un moment pour remercier les commanditaires qui supportent le balado. Financière Banque nationale, gestion de patrimoine, Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, le groupe TIGE et Go Mouton. Dr. O'Patterney, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado La santé au-delà des mots à 1 heure de chirurgie, donc à 7 heures du matin. Donc, ma journée commence depuis longtemps, mais vous me disiez que tout à l'heure, en temps de pandémie, c'était votre horaire normal. Pendant 2 ans, on avait des réunions à 7 heures du matin avec les autres sous-ministres adjoints puis les ministres, oui. Pendant 2 ans? Oui. À tous les jours? 5 jours semaine. 5 jours semaine. Samedi, dimanche, c'était un petit peu plus tard. Sauf pour les urgences? Exactement. Qui arrivaient toutes les fins de semaine? Il y avait des réunions régulièrement la fin de semaine, oui. Et cet horaire de fou-là a duré combien de temps? On va en reparler tout à l'heure, mais plusieurs mois? Ou... Ça allait avec des vagues. OK. La première vague, il y avait des journées facilement de 16, des fois 18 heures pendant les premiers quelques mois. Là, ça se calmait avec les vagues, mais chaque vague, on dirait qu'il y avait un nouveau défi. Alors, ça reprenait. Et est-ce qu'il y a un moment pendant toute cette folie-là que vous vous êtes dit ça n'a aucun sens, faut que j'arrête ou pourquoi j'ai fait ça? Ou, Jamais. Jamais? Non, jamais vraiment. C'était... C'était très spécial comme énergie puis comme temps où dans un bulle d'énergie avec une vision puis une pression de voir qu'il y avait des décisions avec des impacts cliniques sur des personnes. Et ça donne beaucoup de motivation personnellement, mais aussi quand on est entouré par une équipe. OK. Dites-moi, vous êtes donc spécialiste en médecine interne, mais aujourd'hui, je vous rencontre à titre de PDG donc, du Centre universitaire de santé McGill, donc communément appelé le CUSUM. Qu'est-ce qui vous a amené en médecine interne? En médecine interne, mais j'ai déjà, à vrai dire, j'ai fait un R4 en hémato-onco avant de revenir en médecine interne. Et j'aime l'approche complexe et les diagnostics complexes, les interactions. Puis, quand on est sous-spécialiste, mais on se concentre sur un cardiologue sur le cœur. Mais des fois, il y a des médicaments ou des interventions qui ont des effets secondaires sur d'autres systèmes. Puis, comme interniste, il faut vraiment penser à l'effet
sur le corps total. OK. Alors, c'est ça que j'aimais. Puis finalement, j'imagine que c'est ça que j'aime en gestion aussi. Est-ce que la spécialité de la médecine interne, vous trouvez que c'est une spécialité qui est menacée ou au contraire, qui va tendre à croître? Parce que j'ai un de mes frères qui est médecin de famille, moi, puis qui voit éventuellement peut-être la médecine de famille s'effacer au profit de la médecine interne, qui ferait peut-être presque de la première ligne là, dans certains cas. Comment vous voyez ça à long terme, vraiment le métier d'interniste? Ça dépend vraiment. Les internistes font des travaux assez différents, par exemple, dans les milieux urbains versus rural, où il y a très peu de sous-spécialistes. Puis, les internistes sont les gastro-entérologues ou les rhumatologues de la région. Alors, vraiment des créneaux très spécifiques. Versus en ville où il y a quand même un poids ou une concentration d'être hospitaliste. Encore une fois, pour des cas complexes. On a besoin vraiment de tous les bras. De tout le monde. Alors, je vois aucune menace pour un comme pour l'autre. Dites-moi, quand on regarde votre profil de carrière, il y a un intérêt pour l'administration qui est presque immédiat, d'après ce que moi, je vous ai connu à l'époque, on ne se connaissait pas, mais vous étiez à la Fédération des médecins spécialistes, donc sur le conseil d'administration. Aimiez-vous pratiquer la médecine vraiment, là? Puis finalement, ça a comme été un choix douloureux d'aller vers l'administration ou comment est-ce qu'on en vient à prendre une décision qui est quand même importante? Là? Parce que règle générale, on ne va pas à la faculté de médecine pour devenir administrateur, mais ça ne veut pas dire que c'est pas plaisant d'administrer. Là, on en parlait avant de commencer l'entrevue. C'est intéressant que c'est vu sur papier que j'avais jamais l'intention d'aller à l'administration. Non. OK. Et j'aimais beaucoup la pratique de médecine. Moi, je faisais la médecine obstétricale, surtout. Puis, j'ai beaucoup aimé la pratique. J'ai beaucoup aimé les patients. Et, à vrai dire, je faisais la recherche en épidémiologie. OK. Alors, jamais la clinique pure et dure. Et c'est en vivant des frustrations en lien avec l'organisation autour de ma pratique de médecine que je me suis dit, OK, mais c'est qui fait ces décisions-là? C'est comment est-ce que je peux... C'est pas logique telle affaire dans ma pratique. Par exemple, je donne quelque chose de très simple. J'avais une clinique jusqu'à 5 heures de l'après-midi, mais les patients m'ont dit qu'ils attendaient 2 heures de me voir. Je dis, mais comment ça se fait que vous avez attendu 2 heures pour me voir? Sur mon horaire, je suis à l'heure. Et là, j'ai appris que la réceptionniste, elle quittait à 3h30. Alors, elle faisait rentrer tout le monde avant. Alors, malgré que sur mon horaire, c'était logique, puis je n'étais pas en retard, mais les patients venaient avant pour être là avant que la réceptionniste quitte. Mais ça, c'est très petit comme exemple. Ça vous a pris combien de temps à réaliser ça? Mais parce qu'il y a peu de personnes qui se plaignent. Hein? Exact. Alors, ça m'a pris un petit bout. OK. Mais alors là, j'essaie de voir comment réorganiser parce que le temps des autres est aussi important pour moi. OK. Quand on ne peut pas faire autrement puis faire les patients attendre, c'est une chose. Mais quand c'est d'emblée construit comme ça, alors bref, un exemple très petit, mais des exemples comme ça, il y en avait et il y en a d'autres. Alors, c'est là où je me suis dit, OK, la recherche que je fais, ça va peut-être changer la pratique dans 10 ans. Mais des problèmes d'accès, de qualité de gestion, c'est plus immédiat. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas très patiente. Alors, j'aime mieux être dans un contexte puis un milieu où c'est immédiat plus que la recherche avec un impact dans 10 ans. Alors, c'est là que je me suis vraiment tournée vers un intérêt en administration. Mais la façon d'approche, d'analyse des problèmes administratifs sont très différents de celui de médecin. Très, très différents. Alors, c'est pour ça que ça me prenait quand même une maîtrise pour apprendre les éléments de gestion avant de me lancer en gestion. Trouvez-vous que les médecins font des bons gestionnaires, règle générale? Ou c'est sûr que vous en êtes une, donc ce serait délicat de dire non, mais souvent le réflexe, c'est
nos hôpitaux sont gérés par des médecins ou des infirmières. Parfois, je me demande, est-ce que ce sont les meilleures personnes? Il y a actuellement un courant de fond là, de dire peut-être qu'on devrait... Le ministre Dubé y a fait allusion là, dans les fameux Top Gun là, de Santé Québec, d'aller chercher des gens en dehors du réseau médical. Puis il y a eu une petite levée de bouclier. Là, même Yves Bolduc, l'ancien ministre de la Santé, a eu le réflexe la première journée de dire si on n'engage pas du réseau de la santé, les gens ne comprendront pas la problématique. C'est quoi votre vision? Est-ce qu'on pourrait avoir un actuaire, un banquier, gérer un hôpital? Selon vous, c'est de l'hérésie? Mais là, il y a plusieurs sous-questions. Est-ce que les médecins sont des bons gestionnaires? Première question. Et aussi la question de qui devrait gérer le système de santé. Alors, peut-être je vais prendre ces deux questions un après l'autre. Excellent. J'ai mentionné quand même, comme médecin, j'avais pas des outils pour être gestionnaire à la base. Pourquoi? Parce que comme médecin, on traite, à part si on est en santé publique, on traite la personne devant nous. Mm-hmm. Et avec ça, souvent, on ne pense pas à ce qu'on donne comme soin, le temps qu'on prend avec la personne devant nous, les ressources qu'on donne. Il y a des impacts sur la personne qui n'est pas devant nous. Mm-hmm. Ou la façon ou l'approche de regarder la gestion et comment utiliser des ressources, comment gérer les listes d'attente, ces concepts-là sont... Mais il y a aussi le volet finance, il y a aussi, en tout cas, tous ces éléments-là, l'infrastructure, etc., qu'on n'apprend pas en médecine. Mais même si on enlève tout ça, le TI, les ressources humaines, la gestion des ressources humaines, il y a quand même, à la base, c'est très différent. Mm-hmm. Alors, je trouve que comme médecin, avec maintenant des études, je vois les deux côtés de la médaille. Alors, je comprends d'où vient un médecin quand il voit quelque chose et je vois le volet gestion, pourquoi la décision est de même. Puis là, de naviguer entre les deux, je trouve que c'est très utile d'avoir les deux dans moi. OK. Maintenant, la question, par contre, pour gestion de santé, je pense que les personnes, les professionnels de santé sont un petit peu des fois déçus ou mécontents quand on utilise des termes de gestion d'un business pour la médecine. On dit, mais la médecine, c'est pas un business, mais c'est quand même des grosses sommes. C'est quand même un immense pourcentage de nos impôts qui vont à la santé. Alors, je pense qu'on a... c'est très important de bien utiliser nos ressources, de regarder une approche, comment... d'avoir une trajectoire qui est... qui n'est pas fragmentée. Alors, les approches qui sont utiles en gestion pour d'autres types d'entreprises, on peut les utiliser en médecine dans quelques endroits. Et peut-être on ne les utilise pas assez. Dans le passé, quand on parlait de Lean ou de Toyota, il y avait des enjeux un petit peu, pas des enjeux, mais une des sous-ententes négatifs en lien avec ça parce que c'était avec les coupures et autres. Mais à la base, les concepts de voir comment est-ce qu'on peut faire plus avec ce qu'on a, c'est des bons concepts de gestion. Alors, d'avoir un mix des gens qui viennent et qui ont une bonne compréhension des besoins de l'individu de façon médicale, les médecins, les infirmières et autres experts, et les gens qui ont baigné dans le milieu d'entreprise, etc., ça fait un très bon mix. Mm-hmm. Avez-vous ici, à McGill, disons, beaucoup de gestionnaires qui sont issus de l'extérieur du réseau médical, disons, là, des gens avec des backgrounds vraiment tout autres, ou c'est quand même beaucoup des gens issus du milieu médical, infirmières ou inhalothérapeutes, comme on voit en tout cas tout au moins du côté francophone, je dois dire. Oui, quand je regarde les membres de ma haute direction, ceux qui sont les directeurs dans les milieux cliniques sont tous à la base des cliniciens qui ont par la suite fait des maîtrises en gestion. Mm-hmm. Alors, en théorie, eux autres aussi ont les deux, mais ils viennent du réseau de santé, puis ils ont continué.
J'ai quand même des personnes qui sont venues d'autres milieux, mais par exemple, Azedine est en logistique ou Pierre-Marc en infrastructure. Alors, c'est quand même des domaines qui sont non cliniques. OK. Pensez-vous que, je ne sais pas ici à McGill, mais dans le réseau francophone, ce n'est pas quelque chose que je vois beaucoup, que l'on devrait exiger ou inciter les gestionnaires dans les hôpitaux, un peu comme les médecins, dans le fond, à aller chercher une formation à l'étranger avant de revenir. Donc, c'est bien beau de dire que la direction générale va être occupée par une infirmière qui a une maîtrise en administration, mais si tous les gestionnaires font un peu la même maîtrise dans la même institution, jusqu'à quel point ça amène des idées neuves? Je ne sais pas si vous voyez mon idée par rapport à dire, on va envoyer un gestionnaire passer 1 an en Suède. On parle souvent des pays nordiques comme étant des modèles. Je serais curieux de savoir combien de gestionnaires dans le réseau de la santé au Québec sont effectivement allés étudier ce système-là pendant 2 ans. C'est une réflexion que je me faisais il y a quelques jours, quelques semaines. Je me disais peut-être qu'on devrait envoyer nos hauts gestionnaires faire des fellowships à l'étranger, comme on le fait de la part des médecins. Là. La rationnelle étant d'amener des nouvelles idées. Là. En général, en médecine, on n'engage pas quelqu'un qui a fait un fellowship dans la même institution ou dans l'institution de l'autre côté de la rue. Qu'en pensez-vous? C'est très important qu'on apprend des bons coups puis des bons éléments dans notre système québécois. Mm-hmm. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut voir et s'inspirer soit ailleurs au Canada, aux États-Unis, moins parce que, en tout cas, et d'autres pays, comme vous le mentionnez, le nord de l'Europe, beaucoup. Ils ont des systèmes très intéressants. Mais pour revenir à votre question, est-ce que c'est une maîtrise qu'il faut, par exemple, faire ailleurs ou autre? Je vous dirais qu'ici, on a des endroits qui sont très forts pour les bases de gestion. On a vraiment plusieurs universités qui offrent une maîtrise très solide en matière de gestion de santé. Et ces professeurs-là ont quand même soit étudié ou font les recherches ailleurs. Moi, j'ai quand même décidé d'aller faire ma maîtrise à l'extérieur. Puis je trouve que ça m'a quand même donné... j'ai étudié d'autres systèmes en profondeur, mais c'était aussi les étudiants qui venaient d'autres pays qui étaient intéressants d'échanger avec eux. Mais plus que la maîtrise comme telle, pour moi, c'est important qu'on visite puis on échange avec ces autres endroits-là pour voir. Et on a vu que, par exemple, quand j'étais au ministère, il y avait une délégation du ministère avec le ministre qui sont allés à Copenhague pour regarder. Il y a aussi d'autres délégations dans d'autres milieux hospitaliers qui vont visiter comment on le fait ailleurs. Alors, je pense que l'élément, c'est pas nécessairement où on fait notre maîtrise, parce qu'il y a des cours de base qui sont très forts ici, malgré que ça peut être intéressant, mais c'est aussi d'aller visiter, imprégner, de poser les questions, de voir qu'est-ce qu'on peut amener ici, effectivement. Avant de passer à la suite, vous verriez-vous retourner en médecine ou en pratique, ou pour vous, c'est terminé pour toujours? Je ne sais pas si c'est une décision qui est déjà arrêtée ou... Mais je fais encore activement mon DPC pour avoir la possibilité de... Vous êtes d'ailleurs encore inscrit au tableau de l'ordre du collège. Du collège, c'est ça. Et jusqu'au début de la pandémie, je faisais encore une demi-journée... je pense. Non, à OVO. Okay. Oui, en médecine obstétricale, mais là, c'était plus possible. Et aussi... pour bien pratiquer, il faut être à jour avec la littérature. Puis ça, c'était de plus en plus difficile de faire. Tout à fait. J'imagine on peut jamais dire jamais, mais je trouve honnêtement que l'impact potentiel que je peux avoir en gestion comme médecin est plus grand que la pratique individuelle. Alors, je pense, de clinicienne. Alors, je me vois continuer dans cette voie-là. À l'intérieur de l'hôpital, ici, êtes-vous Madame Lucie O'Patterney? Vous êtes docteur O'Patterney? Je suis docteur O'Patterney, à vrai dire. Okay. Oui. Parce que dans certains cas, parfois, le titre de docteur... Là où la question que je vais vous poser, est-ce que c'est un deuil à faire d'abandonner, entre guillemets, le titre ou la fonction?
La fonction moins, parce que je me sens avec mes décisions très près de la mission, des soins, de voir avec les décisions qu'on prend tous ensemble, de donner plus de soins à plus de personnes. Alors pour moi, ce fibre-là de médecin est très, très, très présent. Okay. Mais c'est intéressant que vous dites ça parce que quand on dit madame au lieu de docteur, ça me fait de quoi? Tout à fait. C'est un volet qui, pour moi, fait partie de mon identité. Tout à fait. En fait, moi-même, j'avais un peu ce sentiment-là, mais by proxy, on dit en anglais. Parfois, quand je voyais, je ne sais même pas si c'est pertinent, mais je le ressens pour les avocats aussi, parfois, qui ont des fonctions ministérielles ou autres. Le titre est évacué. Donc, je voyais le ministre Barrette à l'époque, là, qu'on l'aime ou non, il se faisait appeler M. Barrette, puis je me disais, ça doit lui faire quelque chose, de se faire appeler M. Barrette. Mais ça rejoint un peu ce que... J'ai l'impression que je serais à peu près dans le même sentiment. Avez-vous une devise? Êtes-vous reconnu? Là? Des gens disent Dr. O'Patterney dirait ça, ou un mantra, ou quelque chose pour fouetter les troupes. J'imagine qu'il faudrait leur demander, mais quelque chose que je dis souvent, mais « we got this ». Mais vous voyez ma tasse. C'est marqué ici sur la tasse. Parce que des fois, on est devant une situation qui est inconnue ou très grand, où on peut se sentir, est-ce qu'on va aller à travers? Est-ce qu'on est à la hauteur? Mm-hmm. Oui, on l'est. On l'est tous ensemble. OK. On va trouver des solutions, on va le trouver, puis il faut aussi être convaincu de ça. Alors, c'est « we got this ». Mais aussi, moi, personnellement, je me demande toujours, puis ça, mes équipes au ministère, comme ici, le savent, qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que je manque? Et ça, c'est moi. Ça, c'est un je, ça, c'est pas un nous. Ou, j'imagine nous aussi, mais dites-moi qu'est-ce que j'ai pas vu. Dites-moi qu'est-ce que je... Alors, mets des trous dans ce que je vous dépose comme plan. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup le débat. J'aime beaucoup pour trouver la meilleure solution où il faut voir les autres. Il ne faut pas avoir peur qu'on pose des questions sur la solution sur la table. Mm-hmm. Et ce type de débat ou d'échange me stimule beaucoup. Est-ce que c'est plus relax d'être interniste ou d'être PDG du CUSUM au quotidien? Je vous dirais que et le poste de sous-ministre, mais là, c'était aussi beaucoup en pandémie, et PDG, le poids des décisions sont pour moi plus lourds et les heures plus longues que j'avais comme clinicienne. C'est quoi votre horaire quotidien? Là? Ici, c'est sûr qu'on a commencé à 1h matinale aujourd'hui, mais règle générale, vous travaillez 5, 6, 7 jours par semaine, 8, 12, 16 heures par jour? En ce moment, ça fait juste 3 mois que j'ai commencé. Alors, je suis dans un sprint en ce moment pour vraiment apprendre à connaître des personnes, tout ce qu'on fait, la recherche, etc. Alors, en ce moment, je fais des 12-14 heures, puis la fin de semaine également. Mais j'imagine que ça va se calmer. Ceci dit, quand j'ai regardé mon temps au ministère, puis encore une fois, c'était la pandémie, c'était... La majeure partie de votre mandat, oui, c'est ça. Oui, c'était des 12-14 heures aussi. Qu'est-ce qui vous a amené comme, à être sous-ministre de la Santé, justement? D'abord, est-ce qu'on postule pour ce poste-là? J'imagine, non, on est sollicité. J'étais approchée pour le poste de sous-ministre adjoint, effectivement. Mon intérêt, c'est qualité et accès. Et pour moi, les deux vont ensemble, sont très liés, parce que si on a des listes d'attente, c'est en tout cas la personne qui n'a pas accès à sa chirurgie, par exemple, mais il y a une qualité de vie, etc., qui souffre. Et quand j'étais DSP à Laval,
on a réussi en cogestion, puis c'est ça la beauté, là, en cogestion avec les médecins, de rendre les listes qu'il n'y avait aucun patient qui attendait plus que 6 mois. Alors, l'approche de cogestion, et c'était quelque chose que je me suis dit, OK, je pense qu'on serait capable de le faire à la hauteur, à la grandeur de Québec. Mm-hmm. Et alors, moi, je suggérais d'être la personne pour vraiment les listes de chirurgie seulement. Okay. Puis là, on m'a dit, mais tant qu'à faire, mais venez être le sous-ministre pour adjoint pour tout. Alors, c'est comme ça que j'ai rentré. Puis, à vrai dire, alors, les listes d'attente de chirurgie, c'était là-dessus qu'on travaillait avec les médecins, mais aussi au ministère avec l'FMSQ, où on ciblait des endroits. Puis, avant la pandémie, parce que j'étais quand même en poste, je pense, 1 an et demi avant la pandémie, mm-hmm. Les listes d'attente de plus qu'1 an étaient alors plus faibles depuis, je pense, 10-15 ans. Et là, la pandémie est venue complètement chambouler ça. Oui. Pas mal. Oui. On en parlait tout à l'heure un peu de la pandémie. Parlez-moi un peu des premiers mois. Là, d'abord, vous rappelez-vous, souvent je pose à mes invités, là, quand on a su que ça s'en venait. Là. Le souvenir que j'en ai, je pense, 13 mars 2020, vendredi, il me semble qu'on a fermé le Québec. Vous rappelez-vous votre état d'esprit à ce moment-là? Là, est-ce que c'était « ça va durer 2-3 semaines, puis ça va être fini » ou vous étiez à l'interne, vous saviez qu'on partait pour, pas pour un sprint, mais pour un marathon? Je ne peux pas parler pour les autres, mais pour moi, je ne savais pas combien de temps. Mm-hmm. Ça allait durer parce que le 13 mars, ça n'avait pas commencé à descendre en Chine encore, alors ou en Italie, alors on ne savait pas la durée. Pour moi, c'était comme un nuage noir, un ciel sans fin, avec un sentiment qu'un vague s'en vient. Tu ne sais pas la hauteur, tu ne sais pas quand ça va frapper. Mm-hmm. Ça a été un sentiment intense. Je ne sais même pas quel mot utiliser pour ça. OK. Avec aussi un sentiment de faut agir, faut s'organiser parce que je sais que il y a beaucoup que je ne sais pas. Il faut que je m'entoure par des gens qui vont m'aider à naviguer, de prendre des décisions. Alors, c'est comme ça que j'ai aussi bâti le comité COVID clinique pour avoir toutes sortes de personnes autour de la table, autour de moi, pour qu'on prenne des décisions en groupe. Le souvenir que vous avez de cette époque-là, 3 ans plus tard, à l'époque, moi, à Québec, j'étais impliqué de près aussi dans tout ce qui était gestion. Au début, on a tout fermé. C'était très facile. C'est facile de fermer. C'est plus difficile de réouvrir. Mais le souvenir que vous avez, est-ce que c'est un souvenir qui est très précis? Vous rappelez-vous des événements très précis ou c'est comme un flou, je vous dirais, là, je dirais pas un état de stress post-traumatique, mais que c'est nébuleux, même le souvenir, tellement ça a été intense? J'ai quelques souvenirs de quelques événements et comment je me sentais avec quelques événements, mais c'est plus un sentiment global. Et ça a été, c'était très spécial et j'ai revécu un petit peu ces sentiments-là la semaine passée. Il y avait un lancement de livre que Marie-Ève Boutillier a fait pour l'éthique. Un sentiment où, en temps général, j'étais entourée par des personnes qui pourraient être, ne pas être sur la même côté de la table en termes de, disons, négociation. Mais un sentiment qu'on était toutes très liées et toutes ensemble contre le COVID, contre un inconnu. Et je dis parce que quand vous regardez le comité, il y avait la présidente de l'FMSQ, le président de l'FMOQ, il y avait les ordres, le collège, toutes ces personnes-là que peut-être de temps en temps ou dans d'autres contextes, on peut avoir des discussions animées sur ou des négociations pour, je ne sais pas, la rémunération ou autre chose. Mais là, c'était
on est tous unis avec un même but qui est comment est-ce qu'on va construire le système pour sauver le plus de Québécois possible. Comment ce sentiment-là est très spécial, puis je me sens, pour le restant de mes jours, liée de façon très... En tout cas, quelque chose de très spécial avec ces personnes-là. Avec ces personnes-là. Ouais. Cette unité ou cette cohésion au sein du groupe, donc, comme vous le disiez, certains sont des opposants à d'autres tables. Ça a duré combien de temps? Là? Est-ce qu'il y a eu des fissures à un moment donné, sans citer des individus, ou pendant l'essentiel de la crise, il y a eu une bonne unité? Je dirais que c'est sûr que on peut avoir des contextes ou des situations où on n'a pas des mêmes avis sur quelque chose en particulier, où les éléments de négociation s'en viennent. Mais je reviens qu'on était unis pour la durée de la pandémie, au point où même quand on pouvait, on le faisait à l'extérieur. On avait même 2 5 à 7 chez moi. Ces membres-là, pendant ces 2 ans-là. En respectant toutes les règles de confinement. Oui, donc. Exactement. Alors, il fallait choisir... ne pas faire comme Boris Johnson en Angleterre. Non. De 1, c'était dehors, puis de 2, effectivement, il fallait choisir le temps pour répondre aux règles, effectivement. C'est quoi votre pire souvenir de la pandémie, disons, la pire journée? Là, est-ce qu'il y a une journée qui ressort? Ou... je dirais qu'il y a deux phases. La première vague, il y avait un immense inconfort parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus. On n'avait pas de données. Par exemple, pour aller chercher combien de lits avec la capacité de ventiler ce qu'on a au Québec. Il fallait demander à tous les établissements de nous soumettre ça par courriel. Alors, ou pas savoir... comme la vague, comment ça allait être. Il n'y avait aucune modélisation vraiment prévisible à utiliser. Alors, ça, c'était un sentiment de juste l'inconnu qui était très inconfortable. Mais là où je passais plusieurs jours à très peu dormir, c'était en lien avec, je pense que c'est la 5e vague, décembre, janvier 2021, 2021-22, où on voyait les chiffres monter, on voyait des personnes rentrer, il y avait beaucoup de personnel malade. Puis, on se disait, est-ce qu'on va avoir assez, oublions lit de soins intensifs, lit point à la ligne pour traiter tout le monde. Puis, qu'est-ce qu'on ferait comme choix dans ce cas-là? Est-ce qu'on fait rentrer? Est-ce qu'on demande aux personnes qui ont le COVID avec l'équipement de venir traiter les gens? Est-ce qu'on comment est-ce qu'on change les ratios? En tout cas, bref, ça c'était... est-ce que la vague va arrêter de monter puis descendre? Ça, c'était très, très, très inquiétant. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Trouvez-vous que le premier ministre était trop dans les médias durant la pandémie?
Au début, on le voyait, en fait, on l'a vu longtemps, tous les jours. Puis j'avais l'impression qu'à un moment donné, la qualité du message, il était moins écouté. Puis quand c'était important, ben il avait perdu un peu de son auditoire. Je sais pas si... Je trouve que la communication est essentielle. Les gens étaient beaucoup à la maison, ils voyaient personne. D'avoir d'informations de façon régulière, prévisible, de voir qu'est-ce qui se passe, d'avoir des journalistes qui posaient des questions, pour moi, était un volet très important puis rassurant pour beaucoup de personnes. Je connais beaucoup de personnes qui, par exemple, ne travaillaient pas, que c'était... quasiment à leur horaire quotidien de regarder ça. Et on voit aussi que ça a été une façon de faire qui était partagée par quand même d'autres juridictions, d'autres pays. L'importance de communiquer ce qu'on savait puis ce qu'on ne savait pas. Parce qu'il y avait des choses connues puis beaucoup de choses inconnues. Alors, au contraire, je pense que le volet communication a été essentiel. J'aimerais que vous me parliez de votre hôpital là, dont vous êtes la PDG depuis quelques mois. C'est quoi le CUSUM au Québec, au Canada, à l'échelle mondiale? Si on compare au CHUM, il y a souvent une petite compétition, là, on pourra en parler après, mais en termes de grosseur d'institution, là, c'est très prestigieux, McGill, mais ce nouvel hôpital où on est aujourd'hui? Alors, si on regarde le CUSUM, oui. Ici, aujourd'hui, on est au City Glen, où on se trouve également l'hôpital pour enfants. Mais il y a aussi le neuro qui fait partie du CUSUM, l'hôpital général qui est sur la montagne, puis l'hôpital La Chine. Alors, il y a 13 000 employés, 2 000 médecins. Alors, c'est très grand. Très, très grand aussi, une étroite collaboration avec la faculté de médecine de McGill. On a beaucoup de résidents, beaucoup d'étudiants. Également, le centre de recherche, qui est un des plus grands au Canada, le plus grand au Québec, avec beaucoup de cliniciens qui sont également chercheurs cliniciens. Alors, mais c'est un endroit aussi que j'étais médecin ici, médecin-chercheur pendant plusieurs années. Alors, c'est un retour à mes racines. Puis vraiment voir comment... on a beaucoup, j'ai beaucoup de cliniciens qui font ça, soit cliniciens avec le volet enseignement ou avec avec recherche, avec vraiment et c'est très spécial pour je trouve que c'est excellent pour les Québécois d'avoir la possibilité d'avoir, oui, l'importance, on parle beaucoup de la médecine de famille, la première ligne, mais je pense que c'est également très important pour les Québécois d'avoir accès aux médicaments ou aux traitements novateurs. Tout à fait. Alors, ce volet-là est également très, très important. Quand on arrive au CUSUM, c'est très beau. Là, je veux dire, la bâtisse est belle. On voit que, mettons, on voit une section Shriners, on voit Institut de chirurgie thoracique. Toutes ces institutions-là ont été vraiment... Est-ce que ça a été incorporé dans le CUSUM ou c'est des entités quand même séparées au niveau administratif? C'est une question que je me posais parce qu'on voit vraiment là, les logos, là. Le Shriners est séparé. OK. Alors, il y a une administration séparée, sauf que, par exemple, parce que c'est un noyau pour les chirurgies orthopédiques et des fois, les enfants ont besoin, par exemple, des soins intensifs. Alors, il y a un lien même physique pour aller vers le Children pour les besoins comme tels. Alors, le Shriners est vraiment séparé du CUSUM, mais en même temps, très physiquement prêt. Puis, les chirurgiens orthopédiques sont ceux qui sont aux Shriners et sont aux Children's. Il y en a quelques-uns aussi à Sainte-Justine. J'avais déjà entendu une présentation sur l'histoire de la médecine, notamment à Montréal. Puis ça doit faire peut-être 150 ans. J'avais entendu que les médecins des établissements francophones et anglophones s'affrontaient en duel. J'avais écouté une présentation là-dessus. Donc, on est à une autre époque. Mais ça m'amène à la question à savoir, est-ce que on a parfois l'impression que le milieu médical anglophone à Montréal vit un peu dans une sorte d'enclave, un peu plus tourné vers le reste du Canada au point de vue académique.
au point de vue des congrès. Donc, est-ce que c'est un sentiment que vous avez, vous, qui êtes à l'intérieur, finalement, de l'institution? Non, Okay. j'ai pas cette impression-là. Puis, beaucoup des médecins vont aussi au congrès de leur association. Okay. Il y a peut-être ça a été vrai il y a 15-20 ans. D'accord. Mais là, on voit aussi que les médecins d'ici sont sur le CA de leur association, qui vont qui vont au congrès. C'est sûr que également, il y en a beaucoup qui ont fait, par exemple, les fellows à l'international. Pour nous, c'est très important aussi de vouloir, de rester vraiment et de voir comment pousser la médecine. Mais il faut aller voir aussi ailleurs. Je pense que c'est important quand même de regarder qu'est-ce qui se fait au Canada, qu'est-ce qui se fait dans l'autre pays, puis de le ramener ici. Et par la suite, le pousser encore plus loin. OK. Mais je trouve que c'est dommage d'avoir ça. Je pense qu'on devrait, parce que j'espère qu'on va tranquillement arrêter cette vision-là que le CUSUM est à part, puis que ça fait... C'est vraiment imbriqué dans le fibre du Québec. Puis moi, je suis fière que le CUSUM est au Québec. Je trouve que d'avoir le CUSUM McGill au Québec, c'est une richesse. Et versus le duel avec ça, j'ai jamais entendu. Il faudrait que je vous retrouve la citation. Mais d'habitude, je prends une soupe devant l'ordinateur pour le lunch, mais un lunch que j'ai pris, un de mes premiers en arrivant en poste, c'était avec Frédéric Abergel du CHUM. Et on a une vision très claire que le plus-value et même discussion que j'ai eue avec Caroline Barbire côté enfants, Sainte-Justine et le Children's, le besoin de collaborer. Déjà, on a quelques exemples de chirurgiens d'ici qui vont soit à Sainte-Justine ou au CHUM et vice-versa pour quelques programmes, pensons à l'implant cochléaire. Mais encore plus dans le futur, parce qu'ensemble, on devrait voir notre compétition comme Toronto, comme le Mass General, comme les autres. Et ensemble, on est pas mal plus fort. OK. Alors, notre vision, c'est de voir aussi, on ne peut pas tout faire. Comment est-ce qu'on peut être complémentaire? Comment est-ce qu'on peut aller ensemble pour, par exemple, aller chercher des grants et tout ça? Alors, notre vision, c'est vraiment collaborative maintenant. Oui. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, si on recule de 20 ou 30 ans, avoir un seul centre hospitalier universitaire à Montréal, selon vous? Mais on a 2 facultés. Alors, d'habitude, ça aurait été difficile. Avec chaque faculté, il y a aussi de médecine, il y a aussi les centres hospitaliers où on fait nos stages, nos résidences, etc. Et je pense que les volumes qu'on voit dans nos urgences puis dans nos lits disent qu'il y a quand même un besoin. d'avoir les deux. Et vous parliez de collaboration avec le CHUM, mais il y a toujours quand même un peu de compétition, sans que ce soit malsain, ou pour vous, vous voudriez évacuer toute forme de compétition? Mais ça dépend comment on utilise le mot compétition. Hein? Tout à fait. Parce que je pense que de sentir une pression, une urgence d'être le meilleur ou de pousser ou de... Ça, c'est un sain compétition. Ça, c'est un sain positionnement. Puis on pourrait dire, par exemple, quand on a une compétition, et prenons-le plus haut et plus grand que juste le CHUM ou le CUSUM ou Sainte-Justine, point à la ligne. Le ministre a déjà parlé de besoin de compétition pour voir comment améliorer la satisfaction des patients. Tout à fait. Alors, de penser on a besoin de rien faire, puis les patients vont venir, c'est pas important. Alors, je dirais qu'il y a quand même
forme de vouloir être le meilleur, de vouloir pousser la science, de vouloir donner aux Québécois. Je trouve que ce volet-là peut être très positif. J'aimerais vous entendre sur l'hospitalisation à domicile, donc qui revient à l'avant-scène, qui est, je pense, vous étiez impliqué peut-être dans le projet pilote du Jewish, si je ne m'abuse, ou très près, là, donc c'est quoi l'objectif de ça, d'hospitaliser des patients à domicile? Ça laisse perplexe à première vue, disons. Ou... On regarde, il y a maintenant, il y a même des congrès en ce moment qui s'appellent hospitalisation à domicile. Les congrès s'appellent Hospitals at Home. Mm-hmm. Alors, il y a des congrès là-dessus. Et comme vous avez mentionné, le Jewish, il en fait. Mm-hmm. Pour le moment, c'est des assez petits volumes à la marge parce qu'il faut choisir bien les patients appropriés. Mais c'est de regarder et voir que... mais pensons quand on faisait notre résidence, il y avait des patients qui recevaient de iode radioactive qui restaient à l'hôpital 3-4 jours, là, juste à attendre que la radioactivité diminue. Baisse, effectivement. Oui, c'est ça. Alors, comme on ne fait plus ça, mais on peut penser de nos jours avec la technologie de suivre des signes vitaux ou autres à distance. Quels sont les patients qui sont maintenant dans nos lits hospitaliers qui pourraient être suivis de façon sécuritaire autrement que dans nos lits? Alors, c'est avec la technologie qu'on a en ce moment. Alors, c'est un petit peu cette vision-là. Puis maintenant, il y a aussi un projet pour... je dirais pas reproduire que le Jewish fait parce qu'il y a beaucoup de modèles différents. Mm-hmm. Mais dans les hôpitaux, comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour éviter l'hospitalisation non requise qui peut être faite à domicile avec des suivis autres? Et vous verriez ça, le modèle évoluer jusqu'à quel genre de clientèle là, si on continue à pousser là, des patients, le taux de sévérité des maladies ou autres? J'imagine qu'on va frapper une limite. Là, Mais la limite aussi dépend de la technologie devant nous. Alors, je vais parler avec ce qu'on a en ce moment, mais ça se peut en 5-10 ans ou même dans 2 ans, ça va être complètement différent. Alors, on a par exemple les patients qui attendent des évaluations complètes de cancer ou qui attendent qui sont suivis pour les arythmies après dépôt de leur pacemaker ou qui ont un MPOC ou une pneumonie avec une saturation peut-être limite, mais on est pas mal sûr que ça prend juste 1 jour ou 2 de plus, mais cette surveillance-là peut être faite à la maison. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres éléments en termes de qui a besoin de faire intramuros, comme vous dites, de dire, OK, mais il y a quand même des limites de type de patient. Mais je pense qu'avec le temps, ça va prendre, on regarde vers les autres, vers l'extérieur, d'autres endroits qui en font pour s'inspirer de types de patients qui peuvent être faits. Post-opératoire, quels sont les types de physiothérapie et autres qui peuvent être faits à la maison. Alors, on voit depuis de nombreuses années qu'on a des séjours plus courts. Puis, est-ce que ce dernier parti qui a besoin peut-être de surveillance autre peuvent être faites à la maison. Mais c'est difficile pour moi de comprendre les balises de l'avenir parce que la technologie puis les soins à domicile évoluent. Puis c'est ça aussi, parce qu'en ce moment, on est un petit peu limité avec la disponibilité de qui... Parce qu'il y a une surveillance à distance, mais il faut aussi avoir... ça augmente beaucoup le type de clientèle qui peut être vue si on peut avoir des infirmières, inhalos ou autres qui font les visites à domicile. Alors ça, avec ce pont-là, mais tout d'un coup, le type de clientèle est beaucoup plus vaste. Est-ce que vous savez si, au-delà du lit hospitalier là, qui est économisé, évidemment, si on peut mettre un autre patient dedans, mais en termes de ressources humaines, est-ce qu'il y a une économie de ressources humaines à hospitaliser à domicile? Ou si même on peut penser que ça pourrait augmenter les besoins durant la phase d'installation du programme? Parce que j'essaie d'imaginer, là, je me mettais à l'urgence, moi je fais de la chirurgie, mais je me voyais là, un abcès verticulaire, disons, là, qu'on va hospitaliser 24-48 heures pour les antibiotiques intraveineux. Là, je me disais, je suis à l'urgence, puis je voudrais libérer ce patient-là
instantanément avec des soins à domicile, j'essayais de penser la quantité de personnes qui devraient être activées pour réussir à prendre ce patient-là puis l'envoyer de façon sécuritaire à la maison. L'économie en ressources humaines, j'étais pas certain. Je sais pas si on a la réponse ou... Je crois que c'est plus facile quand on identifie certaines patients types. OK. Parce que comme ça, les trajectoires et les besoins de ces patients sont tous à peu près pareils. Alors, c'est pour ça que si on vise MPOC, mais on sait qu'ils ont besoin de une saturation. Ils ont besoin qu'on regarde leur test pulmonaire. Alors, il y a comme on peut faire des recettes, si vous voulez, OK. Qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus facile à arranger que à la pièce, chaque personne qui a besoin à la carte des éléments différents. Tout à fait. Alors, c'est plus facile si on pense, par exemple, programme de arthroplastie ou programme, alors ça, de voir comment, mais avec ERAS, là, vous êtes chirurgien, là. Alors, ERAS, c'est pas exactement, non, c'est pas hospitalisation à domicile, mais c'est le même concept. Comment est-ce qu'on peut, de façon sécuritaire et diminution des complications, faire en sorte que les patients soient moins à l'hôpital, et c'est plus facile quand on pense en trajectoire. On dirait que les concepts peuvent se confondre. Là. La fonction crée l'organe un peu. Hein? Donc, McGill, vous êtes précurseur en chirurgie d'un jour en résection colique. Donc, mais ça, c'est venu à cause de la pandémie. Là. C'était pas dans les cartons il y a 3-4 ans de faire des résections du sigmoïde en chirurgie d'un jour. La pandémie arrive, les lits ferment. J'ai un collègue et ami, Dr Charles Lebois, que vous connaissez. Il dit, bon, on va commencer à faire de la chirurgie d'un jour en résection colique, mais pour moi, la chirurgie d'un jour en résection colique et l'hospitalisation à domicile, c'est pas tout à fait la même chose? Ou pour vous, c'est un continuum? Pour moi, c'est un continuum. Okay. Je regarde, par exemple, mon père qui a eu un remplacement de hanche. Puis, dans le temps, il aurait eu sa physio, etc., à l'hôpital. Tout à fait. Puis, il l'a fait à la maison. Est-ce qu'en plus, est-ce que s'il était quelqu'un, il ne l'est pas, mais s'il était hypertendu ou autre, est-ce qu'en même temps, on aurait pu suivre quelques autres paramètres de sa santé à la maison? Alors, pour moi, ça, le fait qu'il a reçu physio et suivi à la maison versus à l'hôpital, puis par la suite, côté médical, maintenant, on les envoie avec ces besoins-là. Pour moi, c'est un continuum. C'est un continuum. Est-ce que les patients aiment ce concept, ça, de retourner à la maison rapidement? Il y a eu des questions à poser à ces patients-là pour dire comment vous le trouvez. Puis, la quasi-totalité préfère d'être chez eux à la maison. Parce qu'on pourrait penser, est-ce qu'il se sent encadré, est-ce qu'il se sent nerveux, mais vraiment beaucoup, beaucoup apprécié par les patients. Si on pose la question au père aidant, conjointe du patient malade, est-ce que là, c'est la même réponse ou c'est un fardeau supplémentaire pour la famille? Ça, là-dessus, je ne pourrais pas répondre. J'ai pas des données en tête. Mais c'est sûr qu'une partie de choisir le type de personne qui peut bénéficier de ça à la maison, c'est aussi de regarder mais quel est l'impact sur le père aidant. Parce qu'on sait que l'âge moyen de nos patients sont plus que quasiment plus que 80 ans. Alors, d'habitude, c'est l'épouse qui est à la maison avec eux. On parlait tout à l'heure de votre champ d'intérêt principal initial qui était ou important, qui était la gestion des listes d'attente en chirurgie. Donc, 2 volets. Un, la place du privé. Pour vous, ça va s'hypertrophier constamment? Ou? Je crois qu'il faut regarder. Au Canada, on est parmi les seuls au monde qui ont un système sans aucun rôle du privé formalisé. Hein? Même les endroits que vous avez nommés ou qu'on pense comme des systèmes qui sont hautement performants dans le monde, Israël, France, Angleterre, ils ont tout un système également qui est
avec les compagnies d'assurance ou en tout cas d'autres modèles. Alors, je trouve que si on a dit plus tôt qu'il faut aller regarder et s'inspirer d'autres modèles, qu'il faut être quand même ouvert à regarder, puis quel est le rôle du privé dans notre système également. Pensez-vous que le modèle de soins publics tel que l'on connaît au Québec ou au Canada pourrait exploser? Que ça pourrait disparaître sur un horizon de 10 à 20 ans? Exploser, disparaître, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire non, exactement. mais dans ce sens que, parce que c'est drôle, je lis actuellement les mémoires de Claude Castonguay, le père de la Régie d'assurance maladie, puis le livre qu'il avait écrit en 2012 sur l'heure des choix, puis j'ai l'impression que depuis 10 ans, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Les doléances sont à peu près les mêmes. Puis le système de santé que l'on a aujourd'hui, tout comme le système d'éducation, c'est un fruit de la révolution tranquille, mais je me demande si ces deux systèmes-là ne sont pas en état d'échec un peu perpétuel, là. Donc, je me demande jusqu'à quel point on va... je sais pas, c'est une réflexion, en fait, c'est plus moi qui parle que vous, là, mais j'essaie de me projeter dans 10-15 ans, on va voir comment ça va aller avec les listes d'attente, tout ça, mais on est dans une période précaire, là, donc il me semble qu'on pourrait tomber d'un côté ou de l'autre, là, puis finalement avoir un modèle qui change complètement, puis vous parliez du système américain sans vouloir vous y comparer, puis est-ce qu'on sera comme le système américain dans 10, 15 ou 20 ans? Pour moi, ce n'est pas exclu, là. C'était ça ma réflexion. Oui, les États-Unis sont quand même assez à part. Il n'y a pas grand d'autres pays très développés qui ont un modèle comme eux. Alors, je trouve qu'on devrait plus se comparer à d'autres où la santé et l'accès et le droit d'avoir accès à un système de santé est un droit. Alors, je pense qu'on devrait... Ça, c'est un concept très important. Et si on regarde d'où vient notre modèle actuel, on venait d'un endroit où c'était l'accès aux soins de base n'était vraiment pas disponible, puis il y avait un grand besoin. Maintenant, je pense qu'il n'y a personne qui dirait que notre système n'a pas besoin d'avoir des améliorations assez importantes. La pandémie nous a quand même démontré les lacunes importantes dans un système, mais on sait aussi que c'est assez fragmenté, puis il faut regarder comment faire que les trajectoires sont mieux, l'accès est plus rapide. Je trouve qu'il y a des grands besoins d'améliorer le système public, mais je ne vois jamais un temps où l'utilisation d'autres mécanismes, puis on dit privé, mais c'est quand même payé par les impôts. Alors, par exemple, le volet CMS est payé par les impôts. Alors, j'imagine, on dit du privé, mais c'est payé par le public. Alors, moi, je ne vois pas un futur où on n'aurait pas un rôle très important du public dans nos accès avec nos valeurs sociétales. L'ouverture les soirs et les fins de semaine pour résorber les listes d'attente, comment voyez-vous trouver que c'est une bonne idée ou que c'est dangereux pour les ressources humaines ou que c'est la seule solution? Il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Ici, au CUSUM, on fait des blitz des samedis pour les heures de lait en oncologie sur une base volontaire. Et également, on fait que quelques salles sont ouvertes plus tard lundi à vendredi. Parce que si on regarde, avant d'aller au samedi, est-ce qu'on peut ouvrir toutes les salles qu'on a? Tout à fait. Parce qu'en ce moment, au Québec, on n'utilise pas 100% de nos salles. Je pense qu'on est à 75-80%. Moi, ici, je ne suis pas à 100% de mes salles. Alors, comment je peux ouvrir 100% de mes salles de 1? Après ça, au lieu de terminer à 4 heures, mais est-ce qu'on peut avoir... J'ai dit déjà qu'on a quelques salles qui sont ouvertes jusqu'à 6 heures, mais faire ça, il faut tout regarder, mais il faut regarder le contrepartie qui est les ressources humaines. Alors, c'est vraiment là-dessus. Il faut être sûr que c'est faisable avec les ressources humaines qu'on a.
Comme présidente de l'hôpital, vous parliez de volontariat. Comment vous assurez que sur le terrain, ce qui pour vous est du volontariat n'est pas en fait une forme de pression ou intimidation auprès du personnel? Parce que je vous cite l'exemple de Québec au niveau du temps supplémentaire obligatoire. Ce qui est sorti dans les médias, c'est que les infirmières faisaient du temps supplémentaire. D'emblée, s'en imposaient pour avoir moins de chances d'être sollicitées pour le temps supplémentaire obligatoire. C'est une espèce de cercle vicieux là, au niveau de la qualité de pratique. Donc, parce que je pensais au volontariat, mais j'essaie d'imaginer là, avec des pénuries. Nous, à Québec, le personnel est quand même restreint, épuisé. Je me dis, qui se porterait volontaire pour travailler le samedi quand je suis déjà rentré la nuit cette semaine, puis que je suis resté la journée d'après pour ne pas fermer une salle? Comment vous assurez, vous, là, en haut de l'édifice, qu'en bas, il n'y a pas de question piège? Ou est-ce que ce n'est pas une préoccupation? Non, ce n'est pas une question piège. Je pense que parce que c'est une question qui va plus loin que ça. Comment, comme moi, comme PDG, m'assure de la communication et de la volonté entre moi puis l'individu sur le terrain. Alors, peut-être juste en général, on est en train de réfléchir comme autre direction. Comment est-ce que, en général, on devrait, puis ça, c'est une question, je ne parle pas maintenant des chirurgies, mais point à la ligne. Comment est-ce qu'on s'assure que les messages du terrain nous reviennent et de nous... Alors, on était en train de regarder quelles sont toutes les différentes communications, des webinaires, tout type de réunions qu'on peut faire en sorte pour ce volet communication, qui est pas évident avec quand on est une grande organisation, puis parce que tu veux entendre ce qui se passe. En chirurgie, pour cet exemple en particulier, les gens sont assez près du terrain et ce volet-là de vouloir s'assurer que c'est un vrai volontariat pour ne pas brûler, pour fragiliser par la suite la semaine est quelque chose qui est vraiment activement regardé, échangé. Est-ce que moi-même, je peux vous dire que moi-même, je n'ai pas demandé aux infirmières, mais je vois aussi, maintenant, je l'ai vu depuis mon arrivée à 3 reprises, les syndicats, par exemple. Et les syndicats ont une relation assez près aussi avec nos RH ça, c'est une autre façon qu'on peut entendre pour être sûr que l'esprit de ça est maintenu. On approche la fin. Où sera Dr. O'Patterney dans 10 ans? Allez-vous faire de la politique? Non. Mais ce que j'espère, puis verrons comment je fais, parce que la preuve va être dans 1 an ou 2, comment je fais. Mais il y a des éléments que j'ai, les plans que j'ai pour le CUSUM, il y a vraiment des innovations, puis la science qui frôle la science-fiction, là. Et je trouve que ça serait super intéressant de voir comment faciliter l'intégration de l'innovation et même les innovations qu'on a, comment est-ce qu'on peut aller jusqu'à la commercialisation et le garder au Québec. Alors, c'est le type d'affaires que prend quelques années. Alors, je me verrais faire 2 mandats, si on me veut. D'accord. On va voir. Hein? Mais je dois dire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé mon passage au ministère. Et j'ai aimé, à vrai dire, cette interface avec la politique, mais d'une chaise non politique. Alors, à un moment donné, de retourner à un ministère, mais pas dans le volet élu. C'est bien. Je clôt généralement mes entrevues avec une section baguette magique. Donc, et vous avez vraiment une baguette magique parce que vous êtes PDG d'un des plus gros hôpitaux en Amérique. Donc, si vous pouviez changer une chose dans le système de santé aujourd'hui. Je l'ai mentionné à quelques reprises, c'est que les trajectoires sont fragmentées. C'est de voir comment que c'est plus facile pour une personne de naviguer le système et aussi plus facile pour les professionnels de la santé d'y travailler dans le système. Parce que je pense que des 2 côtés, en ce moment, c'est pas facile. Alors, c'est un volet qui est pas mal plus complexe de le faire que de le dire, mais je dirais que c'est ça.
Moi, j'ai tendance à penser que pour atteindre ça, puis c'est pas toujours évident dans les décisions administratives, c'est de se poser à chaque fois la question à savoir si le patient est au cœur de la décision ou de notre action. Et c'est facile de s'éloigner de ça, puis de prendre des décisions finalement qui ont des objectifs tout autres que la raison pour laquelle on rentre travailler le matin. Je sais pas si c'est un piège selon moi, à certains égards, de s'éloigner de cette C'est essentiel. Obligation. C'est essentiel de toujours se poser la question, est-ce que le patient est au centre? Tout à fait. Parce qu'en ce moment, un patient qui a un diagnostic, des fois, c'est qu'il faut venir 5 fois sur 3 semaines pour différentes visites, examens, etc. Ici, on a la clinique de cancer de sein où le patient vient et toutes les visites avec les chirurgiens, l'oncologue, radiologie, c'est physiquement dans le même endroit. One-stop shop. C'est ça. Alors ça, c'est accès et d'avoir le patient au cœur. Exactement. Si vous pouvez, après le balado, venir dans mon bureau pour voir j'ai écrit sur mon tableau blanc mes priorités. Puis le premier dans la fondation, j'appelle ça qu'est-ce que je veux comme fondation, c'est satisfaction du patient. Je trouve que c'est ça qui devrait vraiment être au cœur, comme vous le dites. Si vous pouviez rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée, pour prendre un café ou... Je rencontre dans mon quotidien tellement de gens fascinants avec des points. J'adore ça, échanger avec les gens, d'entendre leur vision et tout ça. Alors, je vais choisir quelqu'un vivant parce que comme ça, je le lance comme ça avec l'espoir que ça va se réaliser un jour. C'est une baguette magique. Je dirais Angela Merkel. Oui, je trouve que c'est quelqu'un qui a ses valeurs, qui a été capable de garder et amener vraiment l'Europe, puis même... En tout cas, je trouve que c'est une femme très forte avec des valeurs sûres, puis j'aimerais beaucoup échanger avec elle. Si ça marche, j'aimerais y aller aussi parce que j'avais une admiration incroyable pour cette... le contraste entre la personne et ce qu'elle représentait. C'était frappant de voir le pouvoir. Donc, c'est un excellent choix. La fondation que vous supportez, je présume que ça va être la fondation du CUSUM, ou avez-vous une autre cause qui vous tient à cœur comme citoyenne? Ouais. Mais c'est sûr que toutes les fondations, etc., vont être ceux qui vont laisser le CUSUM à rayonner et continuer à faire la recherche. Je vais plus aller avec une cause que je trouve comme médecin et comme humain qu'on devrait aussi regarder, puis ça, c'est les soins palliatifs. D'avoir une fin de vie qui est agréable et qui est respectueux et digne, c'est quelque chose que je trouve très important. C'est bien, merci. Alors, la dernière phrase est à vous. Avez-vous une dernière pensée ou tout a été dit? Je trouve qu'on est post-pandémie. Il y a des gens encore qui sont peut-être fatigués. Je pense qu'il faut être optimiste. Vraiment, je pense qu'on est à est-ce qu'on dit croisée du chemin? Tout à fait. Et je vois un avenir vraiment positif. Alors, j'espère qu'on va tous travailler ensemble pour le réaliser. Dr. O'Patterney, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr. Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.